Les Babies. Alors, exceptionnellement, mais ça nous fait toujours bien plaisir de l'avoir avec nous en studio. Georges Goma est avec nous. Les choses se sont bousculées en RDC depuis la semaine dernière. Au moment où on s'est parlé avec Georges, il n'y avait pas encore de président, on n'avait pas de résultat des élections. Et je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain, là, déjà, un président apparaissait, mais ça n'a pas réglé. Tout n'a pas été réglé. Alors, Georges est avec nous, notre sociologue passionné, spécialiste de l'Afrique noire. Au bout du fil, on lui parlera dans quelques minutes, Monsieur Abel Boyi, politicologue, et aussi avec nous en studio, Monsieur Mbiki de, oh mon Dieu, attends. De Nanité Lamio. Voilà, merci. Mais il est déjà venu avec nous ici, là, oui, déjà. Hein? Oui, tout à fait, voilà. Oui. Alors voilà, on va parler de ce qui se passe là-bas parce que les choses se bousculent en République démocratique du Congo. Alors bonjour à vous tous, messieurs. Bonjour, Caro. Bonjour. Bonjour. On a perdu Monsieur Boyi en France, on essaiera de le rejoindre un peu plus tard. Georges, explique-nous, parce que la semaine dernière, mettons les choses en contexte, oui. La semaine dernière, on parlait entre autres de la République démocratique du Congo, et il n'y avait pas encore de président. Mais là, c'est fait. Mais c'est pas la solution encore. Non. C'est pas ce qu'on attendait, ou en tout cas, ça n'a pas apaisé le pays. Alors, donc en Afrique, il y a une constance désormais quand on parle des élections. C'est que quand on a fini les élections, on attend beaucoup de temps pour que les résultats soient publiés. Ce n'est pas comme ici où le soir même, on a les résultats d'une élection. Mais ce qui s'est passé évidemment après notre émission de la semaine dernière, une semaine exactement, on n'était pas sûr que tout de suite les résultats seraient rendus. Mais les résultats sont rendus, mais ça ne règle pas le problème pour autant, comme tu l'as mentionné, Caro. Et il se trouve que parmi les deux grands candidats qui étaient en pole position, c'est-à-dire le candidat de la majorité présidentielle, des gens qui étaient au pouvoir, M. Shadari, Emmanuel Ramazani Shadari, et de l'autre côté, M. Martin Fayoulou, qui a été choisi par cette partie de l'opposition avant que deux ne se retirent, lui aussi, il avait presque, on était à peu près sûr que c'était le candidat du peuple, entre guillemets, c'est moi qui le dis. Mais à la grande surprise, c'est le troisième. C'est le troisième, celui qui n'était pas attendu, qui arrive, qui est proclamé comme ça, président de la République, à l'étonnement de tout le monde. Mais enfin, à l'étonnement des gens qui vraiment ne sont pas dans les combines. Parce qu'il y a quand même des partisans, un peu, enfin, de ce que j'en comprends, là. C'est ça. Alors, donc, le problème n'est pas réglé, et voilà, nous avons avec nous Monsieur Mbiki de Nanité Lamio, qui est un politologue, qui est un homme politique, qui est membre du Parti libéral québécois, qui est déjà venu ici avec nous, et il est bon connaisseur de la situation du Congo-Brazzaville, du Congo-Kinshasa, parce que lui-même, il a vécu assez longtemps en tant qu'exilé politique en République démocratique du Congo avant de venir au Canada. Je pense que, en fait, sa parole par rapport à la situation du Congo-Kinshasa est une parole légitime, vu de la connaissance qu'il a de la situation. Peut-être qu'on va lui laisser la parole pour lui donner... Oui, expliquez-nous donc un peu, selon votre point de vue, à la lumière de ce qu'on comprend là, ici au Québec et au Canada. Bon, mais de toutes les façons, comme venait de l'expliquer Georges, c'est pas que l'Afrique a de la difficulté à pouvoir publier les résultats des élections. Non, c'est par pure volonté de s'accrocher au pouvoir qu'en Afrique, ils ne veulent pas publier les résultats. Pour exemple, que ce soit à Kinshasa, dans n'importe quel pays d'Afrique, il y a une loi électorale. Or, à Kinshasa, il y a, conformément à la loi électorale, il est stipulé que sur toute l'étendue du territoire, là où dans tous les bureaux de vote, là où il y a eu élection, les résultats publiés et les procès-verbaux signés, ces résultats doivent être considérés comme valables. Et c'est ce qui s'est passé. On recommande à chaque bureau de vote, après dépouillement, de publier, d'afficher les procès-verbaux et les résultats. Aujourd'hui à Kinshasa, le problème qui se pose, il se pose au niveau du chef de l'État sortant.
qui veut s'accrocher au pouvoir parce que M. Kabila Joseph a un contentieux avec ce peuple qu'il a accueilli. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Mais je l'ai déjà dit et je vais vous le dire. M. Kabila Joseph n'est pas Kabila Joseph. Il est d'origine rwandaise. C'est un enfant adopté par Laurent Désiré Kabila. Et adopté, il s'est attribué le nom de Kabila Joseph. Le nom qui est réel, qui existe, c'est le nom d'un fils biologique de Laurent Désiré Kabila qui s'est retrouvé avec moi en prison. Comme venait de le dire Georges, j'ai vécu à Kinshasa 7 ans durant et je me suis retrouvé dans la prison politique avec le fils biologique que Kanambe avait fait arrêter pratiquement au moment où on était en train de... Donc les gens ne veulent pas publier les véritables résultats tout simplement pour s'accrocher au pouvoir. Oui, Georges, on a au bout du fil, on a retrouvé Monsieur Abel Boyi, qu'on pourrait entendre aussi, puisqu'il était là la semaine dernière, mais on n'avait pas de résultat d'élection. Monsieur Boyi, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, heureuse de vous retrouver. Alors, la situation a bien changé en une semaine, Monsieur Boyi, bien changé dans la mesure où on a un président élu. On le disait tout à l'heure avec Georges et son invité. Par contre, pas de consensus, là. On n'a pas la coupe aux lèvres encore, là. C'est Monsieur Tshisekedi, ouais, voilà. Et Monsieur Fayulu qui proclame, enfin, je sais pas où on en est, là. Monsieur Fayulu qui dit encore qu'il serait victorieux. Oui, bien sûr. Nous nous retrouvons. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. D'accord, oui. Alors, nous nous retrouvons dans une situation un petit peu burlesque, comme malheureusement dans beaucoup trop de cas lorsqu'il s'agit d'élections présidentielles en Afrique noire. On peut se poser la question, est-ce que l'alternance est réussie à partir du moment où M. Shadari, qui était le candidat officiel de M. Kabila, n'a pas gagné ? En apparence, oui, mais en réalité, pas tout à fait. Donc, j'ai écouté très attentivement ce qu'a dit le monsieur juste avant moi, et je corrobore ce qu'il dit, même si c'est vrai que certains diront qu'il faut toujours prouver ce que l'on dit, mais ce qu'il dit est la pleine vérité. Et la situation est un petit peu bizarre parce que c'est vrai que, allez, je vais prendre des pincettes dans ce que je dis. Il se dit que M. Tshisekedi aurait négocié avec M. Kabila justement pour pouvoir être élu président de la République, ce qui rajouterait, je dirais, un épisode malheureux, une suite malheureuse à l'épisode de Genève, pour ceux qui ne connaissent pas, qui était cet épisode où tous les candidats de l'opposition s'étaient retrouvés pour désigner quel était celui derrière lequel ils allaient se mettre pour être face au candidat de M. Kabila. Et c'était M. Fayulu qui avait été désigné, et M. Tshisekedi, qui pourtant avait signé les documents d'accord, a fait, si vous me permettez une boutade, les auditeurs de Métropole française reconnaîtront, il a fait une Manuel Valls, c'est-à-dire s'engager à soutenir un candidat, et lorsque l'on perd, on se désengage de ceux dont on a signé pourtant. Donc ça a fait un petit peu de remue-ménage, et c'est vrai que si ces négociations sont avérées, c'est quelque chose de vraiment dramatique. Et l'autre chose, c'est qu'on se retrouve face à un petit micmac. Et je vais vous dire une chose qui sera très difficile à comprendre volontairement. Si on s'en réfère aux résultats officiels, sachant qu'il y a eu les votes pour la présidentielle, la législative et les provinciales. Donc en réalité, le premier de la présidentielle est arrivé 3e aux législatives et 2e aux provinciales. Le deuxième de la présidentielle est arrivé 2e aux législatives et 3e aux provinciales. Et le 3e à la présidentielle est arrivé 1er aux législatives et aux provinciales. Donc lors d'un même vote, ça voudrait dire que les électeurs se seraient contredits 3 fois. Bon. Voilà. Comment se sortir de ce micmac-là, comme tu le dis, ouais. Comment est-ce que c'est possible de s'en sortir, et qui prendra les rênes pour démêler tout ça? Je voulais apporter un peu de la lumière là. Effectivement, notre collègue qui est loin là-bas en France, Monsieur Abel Boyi a su bien dire les choses, mais il faudrait relever quelque chose. Ici, là, il y a un élément qui était à la manœuvre.
Vital Kamere. Kamere, voilà. C'est Vital Kamere qui était à la manœuvre. Vital Kamere, ça fait un bon bout de temps qu'il a été envoyé en service. Et moi, personnellement, j'ai une preuve de Vital Kamere dans laquelle il déclare avoir déjà signé des alliances avec l'UDPS depuis plusieurs années. Et c'est donc ces accords que M. Vital Kamere a voulu remettre, à renouveler, parce qu'en service, écoutez, il faudrait plus se le cacher. Il faut dire les choses clairement, là. C'est le Tutsi Power. Le Tutsi Power, Vital Kamere, c'est un Tutsi d'origine. S'il veut se reconnaître congolais, moi je vais vous rappeler quelque chose. Avant que ne meure Laurent Désiré Kabila, la vidéo est là. En 1998, quand il a voulu faire repartir la guerre du Rwanda d'où qu'elle était venue, il y a eu de ces Congolais qui sont au pouvoir aujourd'hui, les Vital Kamere, les Tambwe Mwamba, les Bizima Kara, qui avaient fui, qui sont repartis au Rwanda. Et Laurent Désiré Kabila était surpris. Comment se fait-il, mon ministre des Affaires étrangères, puisse se permettre de fuir, de quitter le pays? Donc Vital Kamere, il y a longtemps qu'il est là. On a beau dire qu'il était en contradiction avec son frère, le faux Kabila. Non, il a manœuvré. Et aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, vous avez su bien le dire, et les résultats des urnes seuls peuvent sauver ce pays-là. Mais malheureusement, on a peur. On a peur, pourquoi? Parce que Kabila, cherchant à s'accrocher, comme vous avez su bien l'expliquer, le troisième devenant premier, le deuxième, ainsi de suite, qui s'est dit, Félix, le fils, a trahi la mémoire de son père. Absolument. Et aujourd'hui, l'UDPS a des problèmes sérieux. J'ai dû apprendre hier, c'est à vérifier encore, que le secrétaire général Kabundi serait déjà écarté. Vous voyez où est-ce que ça fait venir? Donc, on a très très peur. En ce moment présent, il faudrait se fier à la CENCO, à la SADC et à l'ONU pour sauver ce pays. Ouais, je reviens à ma question. Donc, qui peut sauver le pays? L'ONU, qui pourra venir à la sauvegarde du pays et sauver finalement de ce bordel-là, appelons ça comme ça? Avant que M. Abel Boyi ne prenne la parole, je vais me permettre ceci. Oui. Moi, je pense que dans la situation, toutes les situations, de toutes les façons, il y a des acteurs, il y a une adversité interne et une adversité externe. L'adversité interne, évidemment, c'est le jeu complexe entre les différents acteurs politiques à l'intérieur, comme vous venez de le dire avec brio ici. Mais à l'adversité externe, c'est-à-dire, en fait, l'impact des forces extérieures en République démocratique du Congo. Il faut rappeler ceci. La République démocratique du Congo, c'est un scandale géologique. Ça, tout le monde le sait. C'est le pays pratiquement le plus riche du monde en matière première. Donc, il se joue des grands intérêts du monde entier en République démocratique du Congo depuis très longtemps, très longtemps. Donc, je pense qu'à un certain moment, il faut avoir le courage de broder sur les facteurs réels qui expliquent une instabilité politique. Et ce qu'on nous fait voir, c'est l'illusion de la transparence. Il y a des facteurs qui sont internes que les gens ont du mal à mettre sur la table pour démontrer qu'il y a la France qui est là, il y a les États-Unis qui sont là, il y a le Canada qui est là, il y a la Suisse qui est là, parce qu'évidemment, il y a des enjeux énorme en République démocratique du Congo. À un certain moment, il faut dire basta, il faut que ça s'arrête maintenant. On ne peut pas sacrifier la vie des gens, des milliers et des milliers de gens, tout simplement pour cela. Je suis vraiment désolé. Ouais. Mais pour s'en sortir, il faut que la communauté internationale, une fois de plus, au moins une fois dans son existence, puisse prendre les choses au sérieux. Monsieur Boyi, vous êtes d'accord avec ce que Georges avance?
Je suis tout à fait d'accord et c'est vrai qu'on peut, pour compléter ce qui vient d'être brillamment dit, on sait déjà que la Chine depuis 2009 est le premier partenaire économique de l'Afrique, déjà de façon globale. Et on sait aussi que par rapport à la RDC, depuis quelque temps, on voit qu'elle cherche à s'affranchir de l'influence du trio historique, donc comme j'ai pu le dire la dernière fois, incarné donc par la Belgique bien entendu, mais aussi la France et les États-Unis, au profit de ce que l'on peut appeler, je dirais, le nouveau bloc de l'Est du XXIe siècle, incarné donc par la Chine et la Russie. Et on sait qu'en plus ce report des élections, donc quand même qui arrive avec 2 ans de retard, ont rendu quelque peu frileux les investisseurs qui attendaient de voir comment comment la situation allait se décanter pour vraiment revenir en force et pour ceux qui ne sont pas encore arrivés, pour arriver en force. Donc là, les élections ont été proclamées et c'est vrai qu'il y a une sorte d'hypocrisie générale et de confusion générale parce que quand on regardait du côté des États-Unis, il semblait, et je parle sous le contrôle de mes 2 grands frères qui sont avec nous dans l'émission, il semblerait que les États-Unis aient validé en tout cas l'idée que M. Fayoulou puisse devenir président. On voit que M. Le Drian, qui lui disait il y a quelque temps à Donald Trump de ne pas se mêler de la politique française, se mêle de la politique congolaise en demandant à demi-mot un recompte des voix. Et on sait qu'il y a diverses voix qui s'élèvent de part et d'autre de la planète pour soit contester, soit acquiescer, et ce qui entretient un flou global en fait. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on se retrouve à l'image du Congo, mais dans un continent qui n'est pas totalement libre. Et j'aimerais terminer mon propos en rappelant quand même qu'en 1963, il y a eu les textes du panafricanisme qui étaient censés mettre en avant une Afrique libre, une Afrique qui devait s'émanciper. Mais ces textes ont oublié de préciser à quel point la démocratie était importante et on se retrouve malheureusement avec des dictatures qui s'exercent au vu et au su de la communauté internationale sans que celle-ci ne bouge le petit doigt. Donc maintenant, que va faire M. Tshisekedi au pouvoir? Va-t-il être va-t-il incarner la poursuite de la politique de M. Kabila? Ou sera-t-il peut-être une bonne surprise? Va-t-il prendre tout le monde à contre-pied? Mais c'est très difficile. C'est très difficile et c'est triste pour le peuple parce que tout qui est tributaire en premier, ce sont les populations et notamment la jeunesse qui est très nombreuse au Congo, très nombreuse en Afrique et qui représente les citoyens de demain, les femmes qui sont quand même nos mères, qui sont nos sœurs, qui sont nos conseillères et les personnes en situation de handicap dont on parle très peu parce que la situation du handicap en Afrique, c'est comme si ça n'existait même pas parce que ce sont des personnes qui sont totalement à l'abandon. Donc le peuple sera le premier tributaire et ce qui fait qu'aujourd'hui, pourquoi on a ces problèmes aussi de migration? Parce que le jeune citoyen africain n'arrive plus à se projeter dans un avenir citoyen sur le territoire africain, un avenir citoyen qui va lui permettre de s'émanciper et de devenir un homme qui va compter dans la nation. Donc il préfère voir l'Europe, les États-Unis, le monde occidental comme un paradis artificiel au détriment du développement même. Justement, on a dit que la RDC, c'est le pays le plus riche au monde en réalité. C'est le pays le plus riche au monde. Mais voilà, c'est triste parce qu'on a l'impression d'être dans une spirale qui n'est pas près de s'arrêter malheureusement. Et j'ai envie de vous demander, vous parliez du peuple, des gens qui vivent là. Présentement, là, c'est quoi l'état des lieux? Est-ce qu'il y a des violences? Il y en a eu au lendemain de l'élection. On en est où, là? Qu'est-ce qui arrive sur le terrain? Je ne sais pas si vous avez des informations fraîches. Je voulais un peu intervenir en premier. Oui, écoutez, monsieur. Pour le peuple, c'est très, très, très malheureux. Parce que monsieur Kabila, Joseph Kanambe, a réussi par son alliance avec Tshisekedi, à diviser le peuple. Le peuple, cela veut dire aujourd'hui, ce peuple qui semble être divisé entre les Bayombe, originaires donc du sud-est, et les Louba qui sont au centre. Ce sont ces 2 peuples-là. Mais j'ai confiance quelque part parce que la population de l'Est, d'où semble être originaire Vital Kamerhe et Kanambe Joseph, cette population-là les repousse.
Mais oui, mais ça implique des violences, non? Non, non. Non. En ce moment, il y a eu des appels Ouais. au calme. Ouais, Il y a eu des appels au calme. La seule chose qu'on peut demander aujourd'hui, c'est l'ONU. L'ONU qui a plus de 10 000 soldats sur le terrain. 10 000 soldats sur le territoire. Terrain. Absolument. L'ONU, aujourd'hui, si l'ONU veut sauver ce pays-là, la MONUSCO devrait être au service du peuple contre l'armée de Kabila. Parce que dans l'armée de Kabila, c'est une armée remplie d'étrangers, remplie des Rwandais. Les Congolais originaires n'ont pratiquement rien. Seule l'ONU peut donc arrêter cela. Aujourd'hui où l'ONU a demandé qu'on puisse faire les décomptes, donc les résultats des urnes, que l'ONU mette à la disposition du peuple congolais ces soldats. Au lieu d'aller protéger les mines qu'ils sont en train de piller, ils n'ont qu'à maintenant aller protéger le pays. Oui, mais j'allais souligner ceci, qu'il y a l'exploitation des minerais, bien entendu, mais l'implication du Rwanda apporte un autre élément éminemment géostratégique qui est la volonté du Rwanda d'agrandir son territoire. Il ne faut pas oublier aussi quand même que le Rwanda, c'est quand même beaucoup de millions sur un tout petit territoire. Je me souviens quelques années par le passé, il y avait un projet comme cela un peu, comment je peux dire, encouragé par les États-Unis à l'époque, Bill Clinton, qui était très engagé dans ce projet-là, d'agrandir un peu le territoire rwandais. Je ne sais pas, je peux me tromper. Non, effectivement, nous éclairer là-dessus. Effectivement, les alliances qui ont amené Laurent Désiré Kabila au pouvoir en 1997, aidé par le Rwanda et l'Ouganda, stipulait que une fois au pouvoir, le Congo devrait libérer la partie de Kivu et remettre ça au Rwanda. Parce que le Rwanda, c'est un petit pays, à peine 10 000 kilomètres carrés. Avec des millions. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, si seulement si les Congolais s'armaient, c'est pas le Rwanda qui pourra tenir devant les Congolais. Les Congolais, ça fait 80 millions quand même d'habitants. Et la population de Kivu, de l'Est là-bas, est prête à pouvoir rentrer dans le Rwanda. Tout, c'est l'ONU. La responsabilité revient à l'ONU pour essayer de revaloriser ce pays-là. Parce que moi, je me rappelle très très bien, dans les années Mobutu, Mobutu avait su redonner la confiance à ce peuple qui était réduit comme aujourd'hui. En conclusion, Monsieur Boilly, parce que je vois que le temps file, comment est-ce qu'on peut conclure, peut-être pas, mais en tout cas conclure à tout le moins cette chronique-là. À quoi on peut s'attendre et qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que l'ONU doit intervenir absolument? Évidemment que l'ONU doit intervenir et c'est même un impératif, mais malheureusement, je ne crois pas en l'indépendance de l'ONU. L'ONU, avant d'agir, même si en apparence les actions sont nobles, mais elles demandent l'autorisation à certains États. Bien entendu, vous voyez que je prends beaucoup de précautions dans ce que je dis. On marche sur des œufs, bien entendu. Voilà, si l'ONU était si indépendante que ça, oui, on pourrait avoir espoir. Donc là, il faut s'en tenir au peuple, même si il peut se retrouver fatigué parce que c'est pris dans ce cercle vicieux, mais c'est au peuple de se lever pour arracher sa victoire, de se lever pas par des actes belliqueux, bien entendu, mais vraiment un investissement encore plus important dans la vie civique et citoyenne au quotidien, de se lever, qui est des personnes, des hommes, des femmes qui n'aient pas peur de se sacrifier pour l'avenir de la nation, qui n'aient pas peur même d'agir dans l'état d'esprit d'un Martin Luther King ou d'un Malcolm X à l'époque, avec même si les causes peuvent être légèrement différentes en fonction de la situation de la RDC, mais il y a besoin de cet état d'esprit avec des citoyens qui se lèvent en sacrifice pour que les générations d'après puissent avoir un Congo meilleur avec beaucoup plus de liberté et de démocratie réelle.
Ah ben, ce sera une excellente conclusion. Georges, un petit mot en terminant? Oui, en terminant, je repars toujours un peu dans le fait l'Afrique centrale, parce que ce qui se passe en République démocratique du Congo peut changer la donne dans toute l'Afrique centrale et toute l'Afrique noire. On a bien compris à la lueur de cette chronique-là que tout est interrelié. Tout est interrelié, tout est très complexe. C'était très très complexe et ce que vient de dire Monsieur Abel Boyi est très 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 important. Il faut que les peuples se prennent en charge à travers un soulèvement populaire. C'est un soulèvement populaire qui va réussir à écraser un peu ce modèle maudit qui est en Afrique centrale aujourd'hui. Ce qui se passera à Kinshasa aura un impact à Libreville, à Brazzaville, à Yaoundé et un peu partout. Ça, c'est un modèle qui est vieillot maintenant, qui est obsolète. Nous avons besoin d'un nouveau modèle pour que les pays d'Afrique centrale et d'Afrique d'une manière générale, avec cette Afrique, on dit qu'ils refusent le développement, mais l'Afrique ne refuse pas le développement. L'Afrique a tout ce qu'il faut pour se prendre en charge et j'ai toujours dit, l'Afrique n'a pas besoin de l'aide du monde puisque l'Afrique a toujours aidé le monde entier depuis très très longtemps. Quelle belle conclusion, Jean. Et je sens bien qu'en 2019, on reparlera et la pertinence de parler de l'Afrique et de cette chronique-là. Ah oui, plus que jamais, Georges. Plus que jamais. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup, Monsieur Mbiki des Nani Telamio. Voilà, tu l'as si bien et dit. Monsieur Abel Boyi qui est à Paris. Merci à vous trois. On aura certainement l'occasion de se reparler. Restez là, on fait une petite pause et tout de suite après, Éric Lamirande se joint à nous pour parler cette fois de numérique.